pourrait d'ailleurs lire le bouquin, faire comme des parcours. Voilà, un parcours. Il y aurait un premier parcours qui serait précisément le parcours de ceux qui mettent l'accent sur ce dont je parlais à l'instant, c'est la rupture avec le système naturaliste. L'idée de dire qu'il faut remettre en cause profondément la manière dominante, si on veut, dont les sociétés occidentales notamment perçoivent la nature, entre guillemets, ou perçoivent en tout cas le non-humain ou les autres humains. Donc il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là, sur la question de... Alors ça peut être des travaux scientifiques, aujourd'hui on se rend compte que ces êtres qu'on appelle des animaux, eh bien finalement ils sont doués non seulement de sensibilité, mais ils ont des formes de langage, il y a même des formes en fait de transmission. Il y a même des formes de transmission d'expériences qui peuvent exister à l'intérieur du monde animal et donc de culture. Donc voilà, il y a des travaux scientifiques qui remettent en cause profondément finalement l'idée que les êtres humains seraient une espèce d'espèce complètement à part et qui aurait vocation à surplomber d'autres espèces qui seraient totalement si on veut, en bas d'une supposée donc, hiérarchie du vivant. Alors, ces travaux scientifiques s'inspirent aussi, nourrissent en tout cas beaucoup de réflexions philosophiques, et puis s'inspirent aussi des travaux d'anthropologie, parce que des anthropologues, il y a quelqu'un qui influence beaucoup aujourd'hui les débats, c'est quelqu'un comme Philippe Descola, mais ce n'est pas le seul. En travaillant sur d'autres types de sociétés, notamment des sociétés qu'on appelle animistes, eh bien, il s'est rendu compte qu'il y a des sociétés, en fait, eh bien, qui ne perçoivent pas du tout, en fait, le vivant comme on le perçoit souvent dans les sociétés occidentales. Il peut y avoir d'autres types de rapports, en fait. Y compris d'ailleurs sans doute dans nos sociétés, il y a aussi finalement plein de gens qui, à travers aussi un certain type de vie finalement, ont aussi un rapport au vivant non humain qui n'est pas le rapport habituel, qui n'est pas le rapport dominant. On est là dans un local libertaire. Il y a dans l'histoire du mouvement libertaire d'ailleurs, très très tôt, il y a eu cette sensibilité qui s'est exprimée. Quelqu'un comme Louise Michel, par exemple, avait une attention particulière à la question animale. Il y a dans le bouquin, il y a une contribution justement qui explique ça aussi. Comment certains courants du socialisme du XIXe siècle déjà posaient la question finalement de l'exploitation animale, si on veut, ou de la maltraitance animale. Donc, ce premier courant mettra beaucoup l'accent sur le fait finalement de l'attention qu'on doit porter aux vivants non humains. Il y a un deuxième courant qui s'exprime dans le bouquin, que vous connaissez bien évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de la décroissance. Alors ça serait l'idée, voilà, le projet ça serait décroître, mais on pourrait ajouter dématérialiser, parce qu'il y a aussi nécessité d'extraire moins de matières premières, parce que bientôt il n'y en aura plus, et donc démétalliser, dénumériser et également démondialiser. Alors, on ne va pas développer ici, sauf qu'on aura des échanges peut-être après la présentation du livre, mais la décroissance, c'est quand même une perspective qui est aussi très réaliste, parce qu'elle a un mérite immense, qui est le mérite de l'efficacité. C'est-à-dire que faire décroître les productions matérielles, notamment les productions inutiles ou les productions les plus polluantes, mais ça produit des effets immédiats, et ça produit des effets sur un large spectre de questions écologiques, sur le climat, sur les ressources disponibles, sur la biodiversité. Donc c'est vraiment quelque chose qui
une perspective qui est très très solide en fait. Alors ensuite, on verra les échanges entre nous, mais dans le débat, la question, il faut que ce soit évidemment socialement acceptable, que ce soit juste, qu'il y ait aussi des formes évidemment de redistribution, et c'est bien sûr faire décroître prioritairement à la fois les productions les plus polluantes et inutiles, mais aussi viser une redistribution générale des richesses, puisque l'essentiel, une bonne partie des problèmes écologiques sont liés aussi finalement à la pression qu'exercent sur les milieux les classes sociales les plus favorisées. Il y a une troisième perspective qui n'est pas nécessairement contradictoire avec les précédentes, c'est plus la perspective de démocratiser l'économie et donc de se réapproprier ses finalités. On pourrait dire, plus concrètement, c'est la perspective de socialiser la production et de planifier la production. On retrouve là, si on veut, un courant de l'écologie qui est le courant... il y a un lien avec le courant éco-socialiste, si on veut. Donc, là encore, dans cette perspective, les grandes questions écologiques doivent être traitées aussi en remettant en cause certaines formes de propriété privée des grands moyens de production. Il y a un lien qui est fait. Et donc ça peut être à travers le développement des services publics, ça peut être à travers l'extension d'autres formes de propriété collective. Et puis il y a aussi l'idée de la planification, parce que, évidemment, face à des désastres qui s'accélèrent et qui sont... qui se déploient à toutes les échelles, eh bien, il est important qu'il y ait un ensemble de dispositifs qui soient pris, mais qui soient le mieux en fait planifié possible. Là aussi, je pense que Gabriel, c'est quelque chose que tu compléteras sans doute dans ton intervention. Enfin, il y a une quatrième perspective. C'est le projet de lutter et d'agir cette fois-ci en dehors de l'État. Et donc c'est en développant des formes multiples d'auto-organisation populaire, ça peut être les ZAD, ça peut être y compris aussi par le syndicalisme. Après tout, le syndicalisme pourrait être aussi un levier important de la bifurcation écologique. Donc en résumant, dans ces quatre sensibilités qui s'expriment à travers différentes contributions d'auteurs et d'autrices, il y a des personnes qui privilégient, si on veut, une action au sein de l'État, d'autres auteurs qui privilégient plutôt une action en dehors de l'État. Parfois c'est plutôt en conflit avec l'État, parfois c'est en coopération ou à côté de l'État, si on veut. On essaye, nous, en conclusion, de dire que peut-être que ces perspectives ne sont pas totalement contradictoires. Peut-être qu'il est possible aussi de voir, d'articuler en tout cas, différents types de stratégies qui sont peut-être aussi complémentaires aujourd'hui. En tout cas, quelle que soit sa sensibilité, ce qui va de soi par contre, c'est que face aux intérêts dominants auxquels nous sommes confrontés, eh bien, il est très important de réunir les forces qui permettent de les contrarier. Et donc, l'actualité récente aussi regorge évidemment d'exemples. Il y a quelques jours, la lutte sur les méga-bassines, donc il dit aussi la puissance du complexe agro-industriel et sa radicalisation, d'une façon. Plus récemment, on a vu que le ministre de l'Agriculture, il y a 2 jours, vient de réautoriser en fait promis en tout cas au syndicat dominant dans son congrès de réautoriser un pesticide qui devait être interdit. Donc ça dit, c'est qu'un exemple, mais ça dit la puissance en fait des lobbies, en tout cas des intérêts qui aujourd'hui sont directement responsables des dévastations écologiques. Et donc face à ces puissances-là, il va de soi qu'il faut réunir de la puissance. Et réunir de la puissance, ça veut dire qu'il faut aussi sans doute penser des nouvelles formes de coalition. Parce que les métamorphoses que j'ai évoquées créent sans doute les conditions de nouvelles alliances. Il y a d'ailleurs plein de choses qui sont plus qu'embryonnaires.
l'ASA de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'histoire d'une victoire aussi, hein, mais qui s'est faite sur des alliances entre des syndicalistes paysans de gauche, si on veut, bon, la Confédération paysanne, des écologistes radicaux, des libertaires, des naturalistes, voilà, des associations environnementales locales. Ça permet en fait de composer un arc de force suffisamment puissant voilà, pour avoir ces avancées. Et donc, sans doute qu'il y a d'autres formes de coalition qu'il faut aujourd'hui essayer de promouvoir. La lutte contre les méga-bassines, là, eh bien, a dit aussi les coalitions qui se mettent en place. Parce qu'on trouve, y compris aujourd'hui, dans cette mobilisation, des syndicats de salariés. Hein. Jusqu'à présent, en France, on sait que le syndicalisme a sans doute un petit peu de retard, peut-être, pour faire sa mue écologique. La Confédération paysanne, qui est un syndicat de producteurs indépendants, a fait cette mue écologique, mais du côté des syndicats de salariés, il y a des choses qui bougent, mais sans doute pas suffisamment. Hein, mais voilà. Alors, coalition nouvelle, ça dit aussi sans doute la perspective de penser peut-être de nouvelles formes aussi d'internationalisme. Hein, et là aussi, il y a beaucoup de choses qui se composent, notamment sur les questions d'agriculture. Hein, il y a beaucoup d'alliances nouvelles qui se sont développées. Donc voilà à peu près un résumé, enfin un aperçu en tout cas du contenu de ce livre, de sa démarche. Peut-être que pour terminer sur une note aussi optimiste, en fait, parce qu'il faut l'être, finalement, qu'est-ce qui peut nous rendre optimistes dans la situation actuelle? C'est que, d'abord, l'idée que les crises auxquelles on est confronté, les crises écologiques, ça nous oblige aussi à élargir ce qu'on pourrait appeler notre cercle d'identification, c'est-à-dire que ce à quoi je suis attentif en fait. Alors, ça nous oblige évidemment du côté de l'attention à l'autre qu'humain. C'est-à-dire que voilà, ce qui se passe, eh bien, montre aussi qu'on est lié à d'autres formes d'existence, d'autres formes de vie que les vies humaines. Et ça, c'est plutôt un progrès, en fait. Bon. Une deuxième raison d'être peut-être optimiste, c'est que cet élargissement disons, du cercle d'identification, peut-être aussi qui peut se déployer à l'échelle, disons, internationale. Parce que ce qu'on vit, eh bien, nous dit aussi qu'on est interdépendant. C'est qu'on a des vulnérabilités communes avec les autres humains et que finalement nos vies dépendent aussi de ce qui peut se vivre ailleurs, y compris lorsque c'est très très loin. Et donc on peut peut-être aussi à travers cette forme de, comment dire, de prise de conscience voilà, du fait que nous appartenons, il y a une sorte de commun des mortels si on veut, il peut y avoir aussi peut-être des nouvelles formes de solidarité qui se déploient. Enfin, dernière raison peut-être d'être optimiste, c'est que période d'absolue métamorphose, ce moment en fait où voilà, l'histoire s'accélère, où les sociétés de toute façon vont se transformer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que ça, il n'y aura pas d'autre possibilité, sans doute que c'est des périodes aussi qui peuvent permettre aussi de réorganiser profondément en fait les choses dans un sens émancipateur. Et donc en conclusion du livre avec Clémence, alors je n'ai pas assez dit Clémence, c'est que voilà, j'ai coordonné ce livre avec Clémence Guimond, qui est une politiste de la Sorbonne, hein, qui est responsable du master transition écologique. On dit que peut-être aussi que finalement ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est quelque chose comme une nouvelle perspective, d'une sorte, alors nous on appelle ça comme ça, une sorte de socialisme du vivant. Voilà, en tout cas un nouvel horizon fédérateur et qui prenne pleinement en charge, en question, les questions écologiques. Voilà. Merci Philippe. Du coup, vous échangez de place ou tu restes là? Je sais pas. Ah oui. Tu peux te représenter.
Bonjour tout le monde. Donc, moi c'est Gabriel Maéo, je suis enseignant de philosophie au lycée à Rennes à Jean Massé. J'interviens à l'université de temps en temps aussi de philosophie à Rennes. Et merci beaucoup pour l'invitation de venir parler ici avec vous de ma petite contribution parmi les 70 de l'ouvrage que Philippe a coordonné. Et merci encore d'ailleurs à toi Philippe de m'avoir invité à participer à cet ouvrage sur les écologies. Alors dans ce cadre-là, pour ma part, j'ai donc une petite approche, ce sera une porte plus étroite que ce que tu as proposé, puisque moi je n'ai qu'une perspective à essayer de présenter un petit peu, et cette perspective, c'est disons une perspective éco-socialiste ou éco-marxiste, puisque le titre de ma contribution c'est le commun est-il si commun, nature et conflit de classe. Mon propos étant non pas comme ont pu le faire d'autres contributeurs plus spécialisés au niveau scientifique des sciences de la vie, de la Terre, etc., d'élaborer donc une connaissance très précise sur un point de science et de savoir spécialisé, mais bien plutôt une problématisation générale politique, et donc du coup d'ordre, disons, marxiste, et du rapport entre la nature, la problématique écologique, la nature, le concept de nature, et les rapports de classe entre classes sociales, donc dans une perspective assez classique finalement. Donc ça c'est le sens général un peu de mon intervention dans cet ouvrage que je vais ici reprendre dans les grandes lignes, et que j'ai alimenté essentiellement avec des approches de sociologues, d'historiens, etc., de journalistes aussi, qui convergent assez généralement pour dire ce que Philippe a rappelé aussi tout à l'heure, que notamment la question écologique étant directement corrélée à la question sociale et à la question économique aussi, donc du capitalisme. Et pour ça, pour la porte d'entrée que moi j'ai pris ici, c'est tout simplement le concept de nature et cette idée courante qu'on a tous un peu spontanément, en tout cas, et qui est toujours très répandue, selon laquelle la nature c'est le bien commun, que toute l'humanité a en partage, selon d'ailleurs un partage, tu as rappelé toi-même qu'il était celui d'une ontologie naturaliste, à savoir donc que la nature se définirait par opposition à la culture comme ce qui précède de toute éternité l'activité humaine, comme le milieu, l'air, l'eau, les espèces vivantes, etc., le milieu dans lequel nous sommes plongés, dans lequel nous évoluons tous, et dans lequel on va puiser des ressources pour survivre. Et à partir de là, ce concept de nature correspondrait alors à ce qu'on appelle une res nullius, la chose de personne, c'est-à-dire ce qui n'appartient encore à personne, ce qui est originellement à tous ou à personne, ce qui n'a pas de propriétaire privé spécifique, et à partir de là, ce qui pourrait faire l'objet éventuellement de certaines tentatives ou de certaines appropriations privatives sur tel ou tel point, enfin sur telle ou telle portion de la Terre ou tel espace, mais dans certaines limites et avec certaines conditions de légitimité. Qu'est-ce qui donne le droit de s'approprier quelque chose de la nature commune, et qu'est-ce qui limite éventuellement aussi ce droit. Est-ce que la nature est appropriable? Est-ce qu'elle est privatisable intégralement dans tous ses aspects? Jusqu'à quel point? Et pourquoi non? Etc. etc. Alors tout ça, ça suppose effectivement un concept de nature qui est un concept bien spécifique, qui a une histoire, qui est le concept effectivement occidental qu'on trouve, disons, le concept moderne, pour le dire vite, de nature. Je ne vais pas tout retracer intégralement ici, mais qu'on trouve dans l'histoire de la philosophie politique, notamment depuis Locke, depuis John Locke au XVIIe, début XVIIIe siècle, qui est un des fondateurs du libéralisme, qui considère que la nature n'appartient à personne, sauf à ceux qui la travaillent, qui pourraient donc se l'approprier. Mais ça repose toujours sur l'idée que, dans le fond, il y aurait quand même un fond commun qui resterait malgré tout, qui serait inappropriable, et qui, de toute façon, soit techniquement, soit moralement, ne pourrait pas être approprié. L'air, l'eau, etc., ne pouvant pas faire l'objet d'appropriation privative. C'est donc cette idée-là qui
qui finalement méritent d'être questionnés, et notamment de façon assez simple, en distinguant ce qui relève du droit et ce qui relève du fait. C'est-à-dire ce qui relève de ce qui devrait être le cas dans un monde idéal. Est-ce que la nature, évidemment, devrait être notre bien commun à tous, que nous chérissons, évidemment. Et ça, c'est ce qui relève du droit, ce qui relève de l'idéal, et c'est souvent ce qui est aussi confondu dans les faits avec ce qu'il en est réellement, à savoir ce que nous en faisons, et ce qu'en font surtout certains. Et certains groupes sociaux, la bourgeoisie pour ne pas la nommer. Donc ça, c'est le problème. Comment est-ce qu'on peut bien distinguer ce qui devrait être le cas, ce qui est effectivement le cas, et ma contribution partait de ça pour essayer de dire justement qu'en est-il vraiment, quoi. En réalité, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nature commune? Est-ce que ça a un sens autre que imaginaire, en réalité? Et pour ça, mon propos s'est divisé rapidement en trois moments. Le premier moment qui s'efforce de distinguer très schématiquement deux types de rapports à la nature selon les classes sociales et à double sens, c'est-à-dire le rapport que certains les êtres humains ont avec la nature, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis d'elle, comment est-ce qu'on se l'approprie, et inversement, comment est-ce qu'on en subit les effets de nous vers la nature et de la nature vers nous en réalité. Et ça amène assez rapidement à l'idée que l'idée d'un genre humain unifié, évidemment, dans son rapport à la nature, comme un fond commun auquel nous serions tous corrélés de la même manière et dont nous serions tous également responsables, n'a pas vraiment de sens. Et c'est ce qu'on peut explorer avec un deuxième grand axe, qui est celui des modalités d'appropriation. En réalité, la nature, jusqu'où peut-on se l'approprier, jusqu'où peut-on la privatiser, dans quels aspects? Qu'est-ce qui fait l'objet d'une appropriation privative par le capital? Et enfin, un troisième grand axe qui est un peu plus conceptuel, qui s'interroge aussi sur les conditions de possibilité, les fondements en réalité de cette appropriation, cette privatisation de la nature. Quelle conception, quelle représentation on se fait de la nature pour rendre possible le fait de la privatiser? Quelle idée on a de la nature, quelle idée le capitalisme construit sur l'idée de nature pour faire en sorte que ça soit quelque chose de privatisable et d'accumulable et qui devienne également source de profit, etc. Alors je vais rapidement parcourir ces trois grands axes, avec des choses qui sont sans doute assez connues, mais qui méritent toujours un peu d'être redits et qui peuvent servir aussi de données de base que j'ai puisées à droite et à gauche et qui sont toujours importantes à rappeler pour avoir une idée claire de cette idée de nature privatisée ou de nature commune, à savoir qu'il n'y a pas un rapport du genre humain à la nature. Ça, c'est une critique que font les marxistes depuis un certain temps maintenant sur le concept d'anthropocène dont tu parlais, en privilégiant, alors il y en a d'autres, mais en privilégiant pour le coup le concept de capitalocène, à savoir l'idée que cette nouvelle ère géologique est vraiment marquée par la révolution industrielle, c'est-à-dire par un mode de production qui est celui du capital. Et que dans ce mode de production, on peut distinguer des classes sociales et différents types de rapports à la nature selon les classes sociales. Et que donc, du coup, il n'y a pas vraiment un genre humain comme entité homogène, mais bien des classes sociales qui le composent et qui n'ont pas le même type de rapport à la nature, pas le même intérêt, pas les mêmes pratiques et pas le même impact sur la nature. Si on a tous les mêmes besoins, effectivement, de se nourrir, de se déplacer, etc., on n'a pas tous la même manière de les satisfaire, ni de consommer les biens et d'utiliser la nature. Pour ça, les chiffres qui sont souvent repris sont ceux du dernier rapport d'Oxfam de 2015, repris en 2020, qui rappelle que c'est les 1% de la population au niveau planétaire les plus riches, donc qui possèdent déjà seuls près la moitié des richesses au niveau mondial, qui émettent 2 fois plus de gaz à effet de serre que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc vous avez 1% d'un côté, la moitié de l'humanité de l'autre. Et dans le même ordre d'idée, que les 10% les plus riches sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2 entre 1990 et 2015. Donc, encore une fois, dans un cadre comme ça, ce sont ce type de données assez basiques qui rendent difficile le fait de dire que nous serions tous dans le même bateau, pour reprendre l'expression consacrée, puisque
de fait, on n'est pas tous dans le même bateau. Il y en a certains qui sont dans le canot de sauvetage, d'autres qui ne sont pas du tout, et surtout il y en a certains qui sont clairement en train de saboter le bateau, plus que d'autres. Donc ça c'est les données très générales. Ce qu'on peut préciser rapidement en insistant sur des modes de vie tout simplement. Qu'est-ce qui fait que certains ont cet impact beaucoup plus marqué, cette empreinte écologique, empreinte carbone beaucoup plus grande, c'est les modes de vie. C'est la manière d'exister et la manière de consommer. Et pour ça par exemple, un secteur comme celui du tourisme, qui représente 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui n'est pas également utilisé par tout le monde. On n'a pas tous la possibilité de faire du tourisme et pas tous le même type de tourisme. Et c'est plus on avance, plus on monte en gamme, plus le tourisme polluant. Typiquement les croisières, all inclusive, etc. sont des pratiques qui vont, donc le tourisme de luxe, donc plutôt la haute bourgeoisie, avoir des effets beaucoup plus délétères sur la nature que d'autres modes de vie. Et d'une manière générale, c'est tout ce qui va relever de la consommation improductive, qui est assez typique des dépenses fastueuses, inutiles, d'ostentation, qui vont donc être des pratiques de la bourgeoisie au sens large du terme. C'est aussi ce qui apparaît dans les modes de déplacement, les types de besoins, comment va-t-on satisfaire ces besoins, quels seront ces besoins. C'est typiquement les modes de vie, les modes de déplacement qui vont utiliser l'avion à outrance, privilégier des véhicules inutilement polluants comme les SUV, qui vont du coup servir à la fois de marqueurs d'appartenance sociale, donc de distinction, et en même temps être des contributions fortes au gaz à effet de serre et donc au réchauffement climatique. Donc tout ça, c'est bon voilà, je parle même pas des possesseurs de yachts, là où on est sur la très haute bourgeoisie, une fraction ultra minoritaire, mais qui elle-même, à elle seule, donc les possesseurs de yachts, représentent une empreinte carbone annuelle équivalente à 10 millions d'habitants du Burundi. Donc c'est quelque chose de faramineux en termes de fossé. C'est quelques données qui rappellent tout simplement que voilà, s'il n'y a pas une nature et pas un rapport à la nature, mais bien que la position sociale, la place qu'on occupe dans la société et la position économique sont des facteurs déterminants de l'impact qu'on a sur la nature. Et inversement, c'est le tragique de l'histoire, donc c'est l'autre sens de la relation humain-nature, quels sont les effets de la nature sur les populations. C'est le contraire, c'est-à-dire que c'est ceux qui polluent le moins qui en souffrent le plus. Il y a d'autres contributions dans le livre qui disent la même chose et qui le détaillent encore davantage. À nouveau, moi je reprends quelques données basiques, par exemple les déchets plastiques produits en Occident qui sont envoyés massivement en Asie du Sud-Est dans des décharges qui servent aussi qui sont aussi des lieux d'habitation en fait, pour les populations les plus pauvres. L'exposition aux risques climatiques, du coup, à Madagascar par exemple, où s'est produite à l'été 2021 première famine directement causée par le réchauffement climatique, et ce alors même qu'un habitant de Madagascar en moyenne émet 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un Américain moyen. Donc c'est bien ici le contraire. Donc en un sens où moins on émet, plus on est malheureusement exposé aux risques et aussi à la montée des eaux. C'est au Bangladesh déjà le cas. Un cinquième des terres du pays, au Bangladesh, pourrait être submergé d'ici 2050. C'est-à-dire quelque chose comme 25 millions de personnes qui seraient directement impactées. Donc ça c'est au niveau mondial, mais aussi au niveau même plus local. Tu le rappelais, on peut parler de racisme écologique ou racisme environnemental. C'est le sociologue Razmig Kochayan qui en parle notamment dans un petit bouquin qui s'appelle « La nature est un champ de bataille », qui rappelle que c'est souvent les populations les plus pauvres, les racisés, qui sont au sein d'une même ville, les habitants et les habitantes des quartiers les plus pollués, là où il y a des décharges, des déchets toxiques, une très mauvaise qualité de l'air, etc. Tout simplement parce que c'est là que les logements coûtent le moins cher. Tout simplement, voire c'est tout simplement près de leur lieu de travail. C'est le cas à Los Angeles, par exemple, selon Kochayan, où c'est les latinos qui habitent près des zones industrielles, tout simplement parce que c'est leur lieu. C'est moins cher et c'est là qu'ils travaillent.
Donc là, c'est typiquement un exemple de ce qu'on appelle racisme environnemental. Où là, directement, ce qui est en cause, ce qui est le facteur déterminant, encore une fois, c'est la position sociale. C'est la position dans les rapports de production, c'est-à-dire typiquement le travail. C'est aussi, alors j'avais écrit cette contribution avant la mobilisation évidemment de samedi dernier sur les méga-bassines, mais c'est aussi la question de l'eau. C'est l'accès à l'eau qui est évidemment un problème majeur. En France, par exemple, c'est en Guyane, hein, où vous avez la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est en Guyane que 15% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et c'est certainement pas un hasard. Mais pour mentionner aussi du coup le problème de la semaine dernière, les méga-bassines, c'est aussi le même principe. Je ne suis pas spécialisé là-dessus, on pourra en reparler en discussion tout à l'heure. Il y en a sans doute d'autres parmi vous qui connaissent mieux la question que moi, mais il s'agit aussi donc d'appropriation des nappes phréatiques avec les méga-bassines, avec un rendement écologique par ailleurs discutable. Mais du coup, c'est le même principe, d'où les mobilisations et d'où aussi, comme on a pu voir, bien sûr, les répressions terrifiantes qui ont eu lieu. Donc tout ça, c'est pour insister sur le fait que voilà, il y a une inégalité fondamentale qui est une inégalité de classe, fondamentalement dans le rapport à la nature, à la fois dans ce qu'on peut s'en approprier, l'impact que les êtres humains ont dessus, qui est un impact tout à fait différencié et dont un des facteurs majeurs est le facteur social, et sur les effets du réchauffement et du désastre écologique sur les populations, qui sont effets eux aussi différenciés en fonction des classes sociales. Donc c'est bien différents rapports à la nature, et dans ces différents rapports à la nature, on a bien affaire à des classes dominantes qui sont celles qui s'approprient la nature, mais tout simplement parce que c'est la condition de fonctionnement du mode de production capitaliste. Et c'est le deuxième aspect que je voudrais rappeler dans ces grandes lignes, à savoir le rapport du capitalisme à la nature en tant que mode de production. Et pour ça, du coup, il faut donc voir comment et qu'est-ce qui est approprié dans la nature. Marx lui-même déjà disait que c'est les deux grandes ressources qui sont exploitées par le capital, à savoir l'homme, le travail, le travailleur et la nature. Et il parlait déjà du mouvement des enclosures en Grande-Bretagne, qui a eu lieu entre le XVIe et le XVIIIe siècle, en gros, qui a consisté à clôturer, c'est ça les enclosures, des espaces communs, des biens communaux, et du coup à les privatiser, à les soustraire à la propriété commune pour en faire du coup la propriété exclusive de certains. Et ce mouvement originel pour Marx du capitalisme, donc comme condition d'émergence de l'économie capitaliste en Grande-Bretagne, c'est quelque chose que de nombreux historiens et économistes pointent aussi aujourd'hui comme un mouvement qui se perpétue. Ce que le géographe marxiste David Harvey, par exemple, appelle l'accumulation par dépossession, qui consiste à poursuivre le mouvement de privatisation de la nature. C'est-à-dire toujours plus s'accaparer des portions de la nature, donc les retirer au fonds commun pour en faire des ressources privatisées et des sources de profit. C'est ce qu'on voit à tous les niveaux, et j'en avais distingué 3, on pourrait en distinguer d'autres encore. Encore une fois, c'est des choses dont les autres contributeurs de l'ouvrage peuvent donner des explications et des expositions plus précises. À la fois ce qui se passe au niveau de l'appropriation et la privatisation de la terre, de la mer et même du vivant, en réalité. Alors, pour ce qui est de la mer, c'est notamment les fonds marins, dont on pourrait penser qu'ils sont hors de portée et qui sont effectivement à 90%, disons pour le moment, non appropriés, pas encore en tout cas, mais qui font l'objet d'une convoitise de plus en plus grande en fait de la part d'un certain nombre de capitalistes, de producteurs capitalistes, tout simplement parce que ce sont des grandes ressources, notamment alors de ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Je ne pourrais pas vous dire très précisément techniquement ce que c'est, si ce n'est que c'est un minerai qui contient les matériaux nécessaires à la fabrication de nombreux produits high-tech, comme les téléphones, les éoliennes, ou ce genre de choses. Et du coup, c'est très intéressant d'aller les chercher, ces petits nodules polymétalliques,
D'où le fait que vous avez des géants russes comme Gazprom, soutenus par des banques américaines, JP Morgan, qui font main basse sur ces ressources, tout simplement, notamment dans l'océan Arctique. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir que vous avez donc des entreprises, des grandes entreprises capitalistes qui vont, sinon se réjouir, en tout cas tirer profit de la fonte des glaces en Arctique pour aller puiser des ressources qui étaient auparavant inaccessibles. Donc si vous voulez, c'est comment les effets du réchauffement climatique permettent d'en accentuer les causes. C'est le caractère circulaire et systématique, hein. C'est le mouvement même du capitalisme qui s'approfondit sans arrêt. En l'occurrence ici sur la dégradation